Hem, Bonjour à toutes et tous, normalement tout le monde m'entend et bienvenue à ce nouveau webinaire du Pacte pour la transition sur la question des libertés associatives. Donc je suis Julie de l'équipe opérationnelle du Pacte et aujourd'hui on est avec, 2 invités, Benjamin Souris, de l'association Vox Public et de la coalition Libertés associatives et Lionel Brun-Palicon de la Ligue des droits de l'homme. On voulait aujourd'hui parler de la question des libertés associatives. Tout d'abord parce que, la question de la protection des libertés individuelles et collectives est spécifiquement importante en ce moment, mais aussi parce que, la question des libertés associatives, c'est quelque chose qui concerne directement le travail des collectifs pactes et des associations qui sont impliquées, dans la vie, locale de leur territoire, et dans les rapports au pouvoir public que vous pourrez avoir, dans les prochains temps. Donc ce webinaire est, à la fois donc sur Zoom et sur Facebook. Hem, pour les personnes qui sont sur Zoom, normalement votre micro est coupé. On vous demandera de poser vos questions sur le chat, de Zoom et pareil donc sur les personnes qui sont sur Facebook, vous pouvez poser vos questions, dans les commentaires. On on essaiera de les traiter, en bonne partie. Également, si vous voulez, vous pouvez, couper vos vidéos pour, éviter de consommer, trop d'énergie lors de ce live. Et c'est tout sur, les questions techniques. On avait quelques actualités du pacte pour la transition. Tout d'abord, nous l'équipe, nous sommes toujours en train de faire le bilan du pacte et on vous a partagé ces derniers temps un questionnaire, donc à direction des collectifs pactes, toutes les personnes qui ont participé au projet, pour les municipales. Vous devriez avoir eu le lien dans les différents newsletters qu'on a envoyés. Donc si vous n'avez pas eu le temps de le remplir avant, ça nous aide beaucoup et c'est, je crois, la dernière semaine pour participer. Notre sujet, c'est qu'on attend toujours les nouvelles officielles pour l'action du report des élections municipales. Cette La date officielle devrait tomber autour du 23 mai, mais le journal du dimanche a rapporté qu'un projet de loi retiendrait les dates des 27 septembre et 4 octobre. Donc nous, on prend en compte dans l'élaboration de la stratégie pour les suites du pacte. C'est pas une date officielle, mais quelque chose pour prévoir les suites de votre collectif. Dernier point, l'équipe opérationnelle du pacte travaille aussi sur la fête des possibles, donc il y a un ensemble d'événements sur les alternatives locales qui a lieu la deuxième moitié de septembre. Pour l'instant, l'événement, enfin la campagne est confirmée et on espère que de nombreux collectifs pactes pourront s'inscrire dans cette mobilisation citoyenne qui sera du coup peut-être juste avant les élections municipales. Donc si vous voulez faire un tour sur le Facebook ou le site de la Fête des possibles, vous aurez plus d'informations et nous avons aussi initié une campagne de témoignages sur les initiatives existantes sur les territoires qui contribuent à un monde plus juste et plus durable. Donc c'est tout de mon côté. Je vais donner la parole à Lionel puis à Benjamin qui vous parleront de l'activité de leur structure en cette période d'état d'urgence sanitaire et de discuter ensuite de ce que sont les libertés associatives, pourquoi elles sont en danger et quelles sont nos perspectives face à tout cela. Euh, donc, je veux bien que tu donnes la parole à Lionel, Marie. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, non, c'est bon, on m'entend. Parfait. Merci Julie. Alors, donc, pour commencer à évoquer le sujet de l'action de la Ligue des droits de l'homme pendant la situation qu'on connaît, donc d'état d'urgence sanitaire. D'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Ligue des droits de l'homme, c'est une association qui a été créée il y a assez longtemps, en 1898, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, et qui se donne pour but de défendre de manière indivisible les droits et les libertés. Voilà. Et donc, au cours de son histoire, elle a été amenée
à défendre d'abord le droit à un procès équitable, et puis ensuite l'ensemble des droits tels qu'ils procédaient notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la Ligue est une association qui a vocation à interpeller les pouvoirs publics lorsque il y a des risques d'atteinte aux droits ou aux libertés. Elle a aussi comme moyen d'action la possibilité d'intervenir devant les tribunaux lorsque il y a sont menacés des droits et des libertés. Donc, pour entrer dans le vif du sujet de l'état d'urgence sanitaire actuel, qui donc a été décidé à la fin de mars par le gouvernement dans un premier temps, et ensuite par une loi qui a en fait principalement donné la possibilité au gouvernement de prendre une série de décisions par voie d'ordonnance, donc de prendre des décisions qui normalement relèvent du domaine de la loi par des actes du Premier ministre. Donc on a vu ce que tout le monde sait, justifié par des nécessités sanitaires, une série de mesures qui apportaient des restrictions aux libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir, puisque évidemment, pour pouvoir sortir, il y a tout un système de contrôle de la justification des déplacements, avec des contrôles qui sont effectués par les agents de police. Et donc, j'en viens à un premier sujet sur lequel la Ligue s'est mobilisée, c'était les risques d'abus d'agents de police dans la mise en œuvre des mesures qui étaient au demeurant assez floues de conditions dans lesquelles les personnes pouvaient sortir, donc qui laissaient beaucoup de marge à des interprétations parfois tirées par les cheveux sur qu'est-ce qui relève, par exemple, de produits nécessaires. Voilà, c'est des choses qu'on a vues dans la presse. Et donc, la Ligue, à travers des observatoires des pratiques policières auxquels elle participe, a contribué à essayer de donner de la visibilité à des situations d'abus, à donner notamment des éléments juridiques à travers, par exemple, des points droits qui ont été faits d'une part par l'Observatoire parisien des libertés publiques et par le service juridique de la Ligue sur les contraventions, sur la possibilité de les contester, voilà, sur la façon dont sont mises en œuvre les mesures par les préfets localement, les mesures de limitation supplémentaires au déplacement, et puis une activité contentieuse devant les tribunaux de la Ligue face à des mesures qui ont été prises par certains maires qui allaient dans le sens de mesures plus restrictives par rapport aux mesures générales de limitation des déplacements. Et donc, la Ligue a attaqué un certain nombre de décisions de couvre-feu de maires qui n'étaient pas justifiées au regard du contexte local et qui apportaient évidemment qui portaient des atteintes disproportionnées aux libertés par rapport à ce qu'exigeait la situation. Et puis, plus récemment, les questions d'obligation de porter un masque. Il y a des maires qui ont pris des mesures pour imposer le port du masque, alors même qu'il n'y avait pas forcément de moyens de fournir des masques aux habitants. Voilà, donc la Ligue a obtenu parfois l'annulation ou le retrait des décisions locales. Voilà, et puis il y a d'autres aspects qui commencent à se développer maintenant, liés davantage à la fin du confinement,
au déconfinement, mais toujours dans un contexte d'état d'urgence sanitaire, puisque l'état d'urgence sanitaire est en train d'être renouvelé à travers un projet de loi qui est examiné actuellement au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et donc, c'est toutes les questions qui se posent en ce moment, qui portent aussi atteinte à un certain nombre de droits, notamment les questions de fichiers et d'échange d'informations sur euh, le, le dossier médical des personnes qui pourrait donc être transmis au-delà du médecin que voient les personnes et donc rendu accessible à des personnes qui ne relèvent pas du secret médical. Et puis aussi ce qu'on a vu tout récemment avec le développement des drones pour vérifier que les personnes respectent les conditions de confinement, enfin simplement pour prendre des images dans l'espace public, ce qui est très très mal encadré actuellement par la réglementation. Et donc, avec la Quadrature du Net, la Ligue a engagé un recours devant le tribunal administratif de Paris contre l'utilisation des drones par la police. Alors pour le moment, le tribunal administratif a rejeté la requête, mais il y a d'autres questions qui se posent, notamment le recours à des entreprises privées pour assurer les missions d'observation et de pilotage des drones, ce qui pose d'autres problèmes, le fait de confier des missions de police à des entités privées. Et puis, ce sur quoi je ne sais plus combien de temps il me reste, je n'ai pas regardé au début. Bon, je continue et puis vous m'arrêterez. Ce que je voulais aborder, c'était aussi le fait que très vite, on s'est rendu compte dans l'état d'urgence sanitaire que les droits de plusieurs catégories de personnes plus vulnérables, à la fois face à la maladie ou face aux conséquences des mesures qui étaient prises, donc évidemment les personnes sans logement, les personnes qui sont dans des campements, voilà, donc qui n'ont pas été pris suffisamment en compte par les mesures mises en œuvre euh, et, euh, et qui donc n'étaient pas adaptées à la situation et pouvaient entraîner des situations catastrophiques, notamment le fait que des personnes pendant plusieurs jours ont pu se retrouver sans accès à l'eau, voilà, sur le territoire, sans accès à l'aide alimentaire, et là, je vais en venir à quelque chose d'un peu général, mais Benjamin le traitera plus en détail, le fait qu'on a vu une incapacité de la puissance publique à s'organiser, ce qui a fait que ça a été des réseaux de solidarité autres qui ont dû y suppléer et qui continuent à y suppléer en partie sur un certain nombre de questions. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Bah, parfait, merci beaucoup. Du coup, on peut donner la parole à Benjamin qui complétera assez bien cette présentation. Parfait. Bonsoir. Je vais recadrer un peu. Donc merci pour l'invitation au Pacte de la Transition. Et donc voilà, je m'appelle Benjamin Souris. Je travaille pour une association qui s'appelle Vox Public. En fait, c'est une association qui va aider des associations et d'autres collectifs à renforcer leur pouvoir d'agir, leur capacité d'interpellation aussi des décideurs. Et on participe dans des réseaux interassociatifs aussi. Actuellement, il y en a un, c'est sur le réseau de veille sur l'état d'urgence, qui regroupe, dans lequel fait partie la LDH, Lionel, et ce qui nous explique un peu, mais aussi derrière, il y a des avocats, il y a différentes associations, il y a des syndicats, le syndicat de la magistrature, entre autres, le syndicat des avocats de France. Évidemment, le tableau est assez sombre, hein, avec cette capacité, avec l'état d'urgence sanitaire qui est donné, alors déjà d'une part au gouvernement à légiférer par décret, mais on voit aussi que tout ça s'est renforcé au niveau local
par le zèle des préfets et aussi par certains élus locaux aussi qui, comme disait Lionel, qu'ils avaient attaqué sur les décrets municipaux, parfois incohérents et même illégaux, hein. Donc ça a été une des grosses inquiétudes qu'on a eues avec cette période en ce moment. Et par rapport à des associations de terrain avec qui on travaille donc actuellement en cette période pour arriver un peu sur le sujet des libertés associatives. Donc, on a eu, par exemple, une association qui est partenaire, qui s'appelle Utopia 56. C'est une association nationale qui vient en aide aux personnes migrantes, en particulier toutes celles qui sont à la rue, dans les campements, ceux qu'on avait à Paris, aux portes de Paris récemment, mais dans plusieurs villes de France, et à Calais depuis plusieurs années. Et en fait, il s'est trouvé que cette association-là, Utopia 56, a été empêchée de travailler par les forces de l'ordre locales, la gendarmerie, sur ordre de la préfecture, avec à chaque fois que des bénévoles sortaient dans le centre-ville de Calais, ils se faisaient aligner avec des amendes. Et ils avaient reçu un ordre de faire des distributions. Donc, eux, ils font surtout de la distribution de nourriture, de kits d'hygiène, de tentes, de duvets, vraiment de kits de survie, hein, au quotidien. Et en leur expliquant que finalement, s'ils voulaient continuer à avoir leur capacité à agir comme ils l'entendaient ou comme ils la menaient avant, en fait, ça n'allait plus être possible et que ça serait que sous certaines restrictions qu'ils auraient cette autorisation et cette reconnaissance de la capacité humanitaire qui était une des cases qui nous permettait de justement sortir sous le confinement. Et donc, les conditions énumérées à l'association étaient l'obligation de faire des distributions à heure fixe seulement à partir de 8 heures le matin, dans un lieu donné qui était sur un terrain vague où il y avait des dunes et où certains migrants se trouvaient, mais les migrants en fait se trouvaient sur l'ensemble de la ville et en plus par ailleurs ils nourrissent aussi les SDF. Donc voilà, et surtout tout ça avait été fait pour et expliquer qu'en fait on voulait plus d'eux dans le centre-ville. Donc à chaque fois qu'ils ont continué les maraudes dans le centre-ville, ils se sont fait arrêter et ils ont eu des séries d'amendes comme ça de 135 euros. Il y a le président Yann Manzi de l'association qui en était arrivé à sa troisième amende et qui avait fait une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà avec des gendarmes qui disent de toute façon nous on est là pour vous faire on va vous faire craquer et comme voilà, donc il y a eu vraiment cette stratégie de harcèlement contre certaines associations et derrière le but caché était évidemment qu'en faisant toutes les distributions en dehors du centre-ville, on forçait aussi d'une part les migrants à se déplacer, à moins s'éparpiller, à se réunir. Et derrière, il y a eu évidemment des mises à ce qu'on appelait ce qu'ils ont appelé des mises à l'abri forcées, c'est-à-dire en fait des campements de migrants là où ils viennent dormir pour la nuit, déplient leur tente et en fait se font encercler le matin et on les par la gendarmerie, par des CRS et on les force à monter dans des bus et avec des drames qui peuvent se produire parce qu'en fait les gens quand on les menace ils ont plutôt tendance à s'enfuir hein, surtout face à des uniformes et aux habitudes qu'ils ont de les malmener et il y a eu des migrants qui ont essayé de fuir par en fait qui représentait la seule issue qui n'avait pas été prise en étau qui était l'autoroute et il y a eu une vraie mise en danger à ce moment-là et les gens se sont éparpillés, chose qu'a dénoncé l'association. D'autres cas de terrain qui nous sont remontés. Alors nous, en fait, on a aussi une coalition qui s'appelle la Coalition pour les libertés associatives, qui réunit plus d'une vingtaine d'associations aujourd'hui françaises, chaque association ayant été victime d'atteintes à ces libertés. Et finalement, à force de voir les choses se répéter, à Vox Public, on aide des associations justement spécialement ciblées par ces atteintes à leur liberté. Qu'il y a un phénomène qui est en train de se développer en France, comme en Europe d'ailleurs, hein, c'est la réduction des libertés fondamentales de façon générale, les libertés associatives, on va revenir un peu sur la définition.
Et il y a aussi la CIMAD, qui était dans les associations, qui était au début de la création de cette coalition pour les libertés associatives. Et il se trouve que voilà, la semaine dernière, ils ont dénoncé l'affaire des centres de rétention administrative, qui sont en fait des centres gérés par l'État, par le ministère de l'Intérieur, dans lesquels on enferme les sans-papiers dans une attente d'expulsion. Donc, il y a des associations comme la CIMAD qui interviennent, aussi l'ANAFE, avec qui on a des bureaux au sein du Centre international des cultures populaires à Paris. J'en profite pour saluer tous les collègues que je n'ai pas pu voir depuis longtemps. Et donc, en fait, subitement, il y avait un nouveau contrat qui lie l'État à ces associations, parce que ce sont aussi ces associations qui vont faire du soutien à ces migrants via l'accès aux droits, leur expliquer leurs droits, ce qu'ils peuvent faire. Et il se trouvait que ces associations dénoncent aussi régulièrement des situations de personnes enfermées de façon illégale, extra-légale, et dénoncent aussi tout ce qu'elles voient à l'intérieur de ces centres de rétention administrative, qui sont aussi lamentables que les prisons françaises. Et il se trouve qu'en fait, l'État vient de, donc le ministère de l'Intérieur exactement, vient de proposer en fait des nouveaux contrats qui lient les associations au ministère de l'Intérieur et qui leur permet d'avoir un agrément pour entrer dans ce qu'on appelle les CRA. Et il se trouve qu'il y a des phrases et des dispositions qui existaient auparavant dans ces contrats qui viennent d'être supprimées et qui là marquent vraiment voilà, une suppression des libertés associatives, puisque dans ces nouveaux contrats, il a été retiré alors que ça existait dans les contrats précédents. La capacité des associations, je cite directement, à exprimer des opinions critiques et propositions d'ordre général dans ses publications et ses communications. Donc, c'était tout le travail aussi que faisaient les associations de propositions, justement, à travers des rapports, des fois aussi des dénonciations via des communiqués de presse et autres. Et en plus, non seulement, donc là, c'est la liberté d'expression des associations qui est atteinte, et il y a derrière ça l'ajout de nouvelles sanctions et voilà, qui caractérise aussi vraiment ce qu'on a comme sanctions contre les associations aujourd'hui, avec des sanctions d'ordre financier. Donc, c'est si des associations venaient à contrevenir à cette obligation de réserve, elles pourraient avoir des sanctions financières de l'ordre jusqu'à... C'est des pourcentages, en fait. C'est-à-dire que les associations, pour intervenir aussi et faire ces missions-là, qui normalement devait revenir à l'État, d'expliquer les droits de chacun, bon, elles touchent les subventions publiques. Donc derrière, en fait, ces subventions publiques, on a un chantage à la subvention et en plus, maintenant, on a des obligations nouvelles de confidentialité qui n'existaient pas du tout avec ces sanctions financières. Et il y a aussi une nouvelle sanction. Alors là, c'est tout à fait l'exemple du côté discrétionnaire de la, et c'est pas moi qui le dis, c'est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Madame Azan, qui dit ça, qui a une volonté de sanction discrétionnaire de la part du ministère de l'Intérieur, puisqu'il s'autorise dans le nouveau contrat de retirer l'agrément de tout salarié qui intervient dans un CRA sans avoir à proposer de justification, donc sans motif. Donc ça aussi, c'est la question du motif, de la justification, c'est quelque chose flagrant et aujourd'hui, on l'écrit même dans les contrats. Donc voilà un peu pour vous présenter ce que sont aujourd'hui quelques cas qu'on a eus sur le terrain. Et puis rapidement à Montreuil, le week-end dernier, pour le 1er mai, donc les brigades de solidarité populaire qui faisaient une distribution de nourriture gratuite sur la place du marché à Montreuil et qui se sont vus, pareil, interpellés et amendés. Donc ils ont pris des amendes pour non-respect du confinement de 135 €, mais au motif d'actions revendicatives. Donc là aussi, c'est quelque chose d'émergent que je voulais marquer dès le début. C'est ce côté, d'un côté, où on aurait le bon humanitaire, mais qui doit se taire. Et de l'autre côté, les mauvais collectifs de solidarité qui seraient revendicatifs et qui justifieraient qu'on les sanctionne, qu'on les pénalise, comme parmi tous les cas que je viens de vous citer. Voilà pour cette introduction du sujet. Super, merci beaucoup à tous les deux pour cette rentrée en matière. Du coup, Benjamin, je te laisse continuer sur la question des libertés associatives. Je crois que... Ouais, c'est bon.
Vas-y. Ah, merci. Donc voilà, je vous disais qu'il y a eu cette coalition sur les libertés associatives qui s'est créée il y a 1 an. C'est dans un programme européen, hein, beaucoup plus large, qui s'inquiète du rétrécissement de l'espace démocratique. Donc voilà, il y a plusieurs attaques. On a noté en fait par rapport à des cas d'associations françaises. Donc parmi les associations qui forment la coalition pour les libertés associatives, on a des associations, comme je le disais, de soutien aux migrants, avec aussi sur des associations plus locales tous les problèmes de procès pour délit de solidarité qu'on a pu avoir, mais aussi des associations de défense des droits des musulmans, avec qui on aide Action Droits des musulmans, qui s'était fait fermer son compte en banque après une alerte, sans doute des services de sécurité auprès de la banque au nom de mesures antiterroristes, alors que là, on est simplement sur une association de défense des droits et de lutte contre l'islamophobie. On a des associations locales aussi de la région Rhône-Alpes qui avaient été très marquées par l'arrivée de Vauquier au conseil régional aux dernières élections, et avec ce qui s'était traduit par des grosses pertes, des coupes de subventions nettes, sans justification, l'arrêt des contrats aidés aussi, ça a été voilà, très difficile, ça restait aussi discrétionnaire pour beaucoup de cas. On a des associations de défense des arts de rue parmi le collectif, on a des associations de défense des libertés sur Internet, numérique ou autres, Framasoft, Ritimo, pour en citer, et puis voilà, des associations de défense des droits de l'homme, des droits humains, de façon plus large. Et chacune, en fait, avait été victime d'attaques, et on s'est dit que ce n'était pas des actes isolés, et on a voulu commencer à travailler voilà, se réunir pour travailler sur ce concept d'atteinte aux libertés associatives. Et qu'est-ce qu'on entend par les libertés associatives? Alors, souvent, on entend le droit de la liberté d'association, donc qui est connu, et souvent on rétrécit même les libertés associatives à ça. Donc la liberté, c'est le droit de créer des associations, hein, la loi 1901, connue en France. Donc ça, c'est la première liberté des associations, le droit de se réunir. Mais ensuite, derrière, il y a aussi la liberté d'expression. Donc là, comme on le disait, sur les premières menaces faites à des associations à qui on ne leur autorise pas l'expression, ou à qui on va sanctionner des associations pour avoir usé de leur liberté d'expression. On a aussi travaillé avec le GENEPI, qui est une association de jeunes étudiants qui interviennent auprès des personnes incarcérées, et qui voilà, dénonçait ce qu'ils voyaient en sortant, et de la même façon avait été sanctionné, à qui on avait demandé de la mettre un peu en sourdine. Donc voilà, c'est la liberté d'expression qui était attaquée dans ces cas-là. Il y a aussi le droit d'interpeller qui est remis en cause. Le droit d'interpeller, c'est même au niveau local. On le voit sur des associations. On a par exemple l'Alliance citoyenne de Grenoble, qui est membre de la coalition, qui a des difficultés régulièrement à interpeller les élus sur des problématiques qu'elle essaye de faire remonter du terrain. Et comme ils ont une capacité à bien embêter les élus, ça se traduit parfois avec des sanctions, aussi où ils sont blacklistés, ils n'ont plus le droit d'intervenir dans des réunions publiques ou autres. Et évidemment, on parle aussi du droit de manifester dans les libertés associatives, qui a été remis en cause clairement. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, avec les différents mouvements sociaux, l'augmentation des violences policières autour des manifestations, la difficulté à organiser même des manifestations aujourd'hui sous l'état d'urgence à nouveau sanitaire, comme hier c'était des difficultés à organiser des manifestations sous l'état d'urgence terroriste. Bon, heureusement, il y a eu une nuit debout entre-temps pour rappeler que la place publique était publique, et la rue, elle est à nous, comme on dit dans les manifs. Désolé, je ne pouvais pas m'empêcher. Et évidemment, dans les libertés associatives, c'est aussi la capacité à s'organiser de toutes les façons. Donc, c'est au-delà des associations, c'est aussi la capacité à s'organiser en tant que collectif, en tant que groupe activiste ou autre, avec les entraves qu'on peut avoir là-dessus, que ce soit la capacité à avoir un lieu pour se réunir, un espace dans l'espace public, dans des espaces mis à disposition par les mairies,
ou même dans des lieux privés maintenant qui peuvent être sujets à surveillance. Donc voilà, quelles sont, à partir de ces libertés-là, on a défini 4 attaques principales qui ciblaient les associations. Donc, d'abord, les attaques politiques et réputationnelles. C'est des attaques qu'on va trouver surtout de la part d'acteurs politiques, voire de gouvernants. Typiquement, c'était il y a quelques années encore Salvini qui accusait les associations d'aide de sauvetage des migrants en Méditerranée d'être les complices des passeurs. Mot qu'on a retrouvé dans la bouche de notre ministre de l'Intérieur quelques années plus tard. Donc voilà, ça c'est des attaques à la réputation contre les associations, et on les retrouve au niveau local. Donc voilà, à Calais, il y a eu pas mal d'attaques aussi de la maire de Calais contre les associations locales, qui étaient aussi voilà, complices, et les associations de défense de droits des musulmans. Il y avait la marche des musulmans récemment, avec voilà, toutes les attaques politiques qu'il peut y avoir derrière pour déstabiliser l'image d'une organisation, voilà, en sous-entendant que potentiellement ces musulmans auraient des liens avec des puissances étrangères, avec des... Voilà. Tout ça, c'est des attaques politiques avec vocation de déstabiliser la réputation d'une association. Ça peut aller, on le voit tout à fait au niveau local, et ça a pour effet de silencier encore une fois de plus ces associations-là, de les sortir du cadre acceptable du débat public, et aussi indirectement sur des associations qui dépendent de dons privés, finalement de faire que potentiellement les donateurs se posent des questions sur ça. Ensuite, il y a les attaques juridiques et policières qu'on a réunies. Donc voilà, c'est les procès faits, notamment comme je l'évoquais, hein, donc les délits de solidarité, donc les procès menés contre des acteurs solidaires des migrants, et puis tout ce qui a été les violences policières, actions contre les gilets jaunes, l'enfermement des gilets jaunes en prison et de nombreuses personnes. Il y a la réduction de la capacité à s'organiser dans ces attaques. Donc voilà, comme je disais, il y a des associations à Lyon, Agir pour l'égalité, qui sont membres, eux, se sont vus fermer leurs locaux par la mairie de Lyon, donc Gérard Collomb. Donc ça a été pour eux à la fois perte des locaux, perte des emplois aidés. Donc voilà, donc il y a aussi évidemment les attaques financières pour la dernière. C'est ce qu'on appelle les financières, c'est les coupes sanctions de subventions. Et voilà, toutes ces choses peuvent s'accumuler avec l'objectif derrière vraiment de déstabiliser des associations, et potentiellement de les faire déjà taire dans l'immédiat, mais aussi de les voir disparaître. Et il y a des associations qui, du fait de ces attaques, disparaissent complètement. Et aussi à côté, un autre effet sur les autres associations qui n'ont pas été encore à la cible, de faire des exemples publics sur ces associations-là pour donner à réfléchir aux autres. Ça, c'est vraiment des cas qu'on a relevés, avec cet effet derrière de créer une autocensure parfois chez d'autres associations quand elles voient voilà, des associations collègues se faire démonter, quoi. Donc voilà à peu près ce qu'on a nommé. Évidemment, les responsables, donc ça vient à la fois du gouvernement, ça peut venir aussi des élus, mais de l'administration, les préfets, des administrations ciblées, donc on disait le GENEPI, donc voilà, l'administration pénitentiaire. Mais tout ça, ça dépend des ministères, hein, l'administration, les préfectures, les préfets localement, et les élus locaux, que ce soit les collectivités locales, départementales, régionales, ou des élus municipaux et des maires. Voilà, c'est des cas. Et je dois dire aussi qu'on n'a pas noté particulièrement de couleur politique. C'est quelque chose d'inquiétant aussi dans le développement justement de ces atteintes aux libertés associatives. Je sais que Lionel va venir justement sur des cas après sur le Front National, le RN.
qui sont violents et symptomatiques, mais on s'interroge aussi quand on peut voir ça aussi de certaines mairies de gauche aujourd'hui aussi. Voilà, pour terminer encore un peu sur une note pas très joyeuse. Super, bah, merci beaucoup pour ce panorama. Lionel, voilà, tu as la parole pour continuer. Oui, merci. Mais effectivement, je pense que de ce que disait Benjamin, il y a deux choses, je pense, qu'on peut déduire sur un plan synthétique. D'abord, que évidemment, heu, c'est un problème qui se pose en permanence. L'exercice du pouvoir conduit à la remise en cause des libertés, et c'est quelque chose voilà, contre lequel il faut s'élever. Et puis, par ailleurs, on voit que pendant des temps de crise comme celui qu'on vit, des questions de principe se posent dans ce même rapport de force où on voit la tentation de des personnes qui détiennent le pouvoir de placer eux-mêmes le curseur de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Benjamin parlait des interventions humanitaires face aux interventions revendicatives. Et puis, enfin, donc ça c'est les deux phénomènes qui sont relativement voilà, enfin, habituels auxquels on est confronté, avec peut-être en ce moment quelque chose qui est à ajouter, qui est qu'on crée aussi de façon institutionnelle une gestion de crise permanente où on, on a toujours recours à des instruments exceptionnels dès lors qu'on a qualifié que la situation est exceptionnelle. Alors effectivement, on peut considérer qu'elle est exceptionnelle sur certains plans, mais parfois le droit commun est tout à fait en mesure, et le fonctionnement normal des institutions est tout à fait en mesure de faire face. Je pense très rapidement dans le rôle des institutions, je faisais allusion au fait que donc l'état d'urgence sanitaire, c'était un produit avant tout des décisions du gouvernement, même si elles ont été validées par le Parlement, mais qu'il y a dans la période actuelle, et c'est le problème de la reconduction vers laquelle on se dirige de l'état d'urgence sanitaire, une remise en cause de la possibilité que le Parlement puisse jouer un rôle véritable de contrôle et puis de dire la loi ce qui est son rôle. Et ça effectivement, c'est le problème. Et l'équilibre institutionnel qui est remis en cause en permanence participe aussi à une dérive progressive et à la facilité de remettre en cause les grands principes. Parce que ce à quoi je voulais venir après avoir qualifié ces phénomènes habituels, c'est le fait il faut aussi voir en face la force du processus historique de constitution des droits et des libertés et être en mesure de placer les limites telles qu'elles existent dans notre droit, de la façon dont il a été dont il s'est développé. Je voudrais donc revenir rapidement sur les notions de liberté que Benjamin a un peu évoquées, notamment la liberté d'association. Alors effectivement, les libertés associatives ne s'y limitent pas, mais je trouve que c'est un bon exemple, la liberté d'association, parce qu'on voit à travers cela qu'il y a eu une reconnaissance progressive dans notre droit du fait que ça n'était pas à la puissance publique de définir qui pouvait s'associer et comment. Et ça, c'est très important. Et je pense que aussi en termes locaux, d'initiatives locales, c'est important d'avoir en tête cette idée que la constitution d'une association, c'est quelque chose qui peut se faire simplement par la participation citoyenne au système de droit en France. Et donc, pour être concret là-dessus, donc le régime qui a été instauré par la loi de 1901,
c'est un régime qui prévoit qu'il n'y a plus d'autorisation préalable à la création d'une association. Et que même, alors ça c'est plus tard, mais je vais y revenir, même une association dont l'objet pourrait paraître illicite ne peut pas être interdite préalablement, ni par l'administration, ni par un juge. Ça, c'est ce qui ressort d'une décision importante du Conseil constitutionnel, donc qui a valeur constitutionnelle en 1971, qui en fait a été la première fois que le Conseil constitutionnel a fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 en considérant qu'elle avait une valeur constitutionnelle et que la liberté d'association était un principe fondamental des lois républicaines que devaient respecter les pouvoirs publics, et notamment le législateur. Donc, cette décision, elle a été prise sur une loi qui prévoyait en fait de revenir à une situation où on aurait une déclaration préalable des associations, enfin une déclaration préalable, une autorisation préalable des associations. Et donc, elle a été censurée. Et je pense que c'est important de voir, bon, il y a tout un développement au XIXe siècle de faits d'associations qui ont été reconnus sans autorisation préalable en 1901, mais il faut voir que effectivement, on a tout à fait, enfin, il y a une légitimité constitutionnelle au fait de dire que la conception centralisatrice de l'État qui dit quelles activités associatives sont légitimes ou non n'est pas conforme aux institutions. Voilà, bon, après, rapidement, sur les libertés d'expression et de manifestation. Donc, la liberté d'expression, elle a aussi une valeur constitutionnelle puisqu'elle est directement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, c'est le fait qu'à l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Voilà, donc, et c'est articulé ensemble, ces deux libertés donnent la liberté de manifestation qui, elle, n'a pas une valeur constitutionnelle reconnue, mais qui fonctionne évidemment, voilà, sur un régime de garantie importante. Alors, face à cela, on doit voir qu'il y a des cas qui remettent dans le principe même en cause l'exercice de ces droits constitutionnels. Donc sur la liberté d'association, je pense qu'il y a un cas qui est assez emblématique en ce moment, qui est la situation à Bure. Donc, en fait, à Bure, il y a un projet de construire un site, enfin, c'est un projet de site d'enfouissement des déchets nucléaires très profondément. Et donc, face à ce projet, il y a voilà, un certain nombre de collectifs qui sont constitués, y compris localement, à Bure dans la Meuse. Et donc, pour protester contre les projets dans ce sens. Ce qui s'est passé dans ces dernières années, c'est que, à la suite d'un certain nombre d'événements d'occupation illégale par l'établissement public qui était chargé de construire un laboratoire sur le site à Bure, de manifestations, voilà, et d'autres événements, il y a eu mise en place une série de décisions par un juge, donc dans le cadre d'une instruction pour association de malfaiteurs. Donc là, on utilise le terme d'association, mais c'est en fait une qualification pénale. Donc c'est le fait que des personnes s'associeraient pour commettre un délit. Et donc, en fait, le but de cette instruction, c'est de rechercher quels sont les liens entre les personnes. Et la mesure
une des mesures qui a été prise et qui est attentatoire de façon grave aux libertés, c'est un contrôle judiciaire qui interdit aux militants de différents collectifs de se réunir et de se parler. Alors, évidemment, les faits qui sont imputés aux personnes mises en examen dans le cadre de cette instruction sont assez limités, en fait, parce qu'il s'agit principalement donc, d'une manifestation non autorisée et d'un départ de feu dans un restaurant qui est sur le site. Et pour cela, donc, ont été prises des mesures très restrictives dans la possibilité que les militantes et les militants avaient de se mobiliser effectivement politiquement contre ce projet. Et donc là, on voit face à les principes qui devraient conduire l'action des institutions, au contraire, une instrumentalisation d'un délit pour empêcher le fonctionnement d'une association au sens de personnes qui s'associent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à travers la déclaration d'une association. Et donc voilà, donc c'est en cours. L'instruction a été lancée il y a maintenant plus d'1 an, et donc voilà, elle n'est toujours pas terminée. Donc les mesures continuent de peser sur ces personnes alors qu'elles n'ont pas été jugées. Donc c'est évidemment très contraignant et peut-être sans finalement de justification par le fait par la chose jugée. Et donc on voit qu'on peut utiliser de tels outils pour priver d'effectivité la liberté d'association et la liberté de réunion. Voilà, donc je pense que c'est important face donc ça c'est une atteinte qui est particulièrement visible, mais je pense que c'est important de se rappeler des principes donc issus de tout un processus à travers les lois de la République au 19e et au 20e, qui conduit à défendre ce principe de liberté a priori. Et l'intervention de la puissance publique, elle n'est que elle doit être uniquement dans des cas spécifiques, pas a priori, et quand il y a un certain nombre d'exigences d'intérêt général qui justifient évidemment. Voilà. Alors, je voulais aussi évoquer d'autres moyens qui sont là, qui relèvent davantage que de moyens juridictionnels qui sont un peu particuliers, mais qui relèvent toujours de cette tentation de contrôle des activités militantes et associatives en matière environnementale. Alors, bon, il y a eu, au moment de la COP 21, je ne sais pas si vous vous souvenez, un certain nombre de mesures qui avaient été des détournements en fait, de l'état d'urgence à l'époque, donc qui n'était pas sanitaire, mais l'état d'urgence à la suite des attentats terroristes, pour empêcher des militants écologistes de se mobiliser au moment de la COP. Donc voilà, ça c'était d'autres mesures qui restreignaient les libertés individuelles et qui empêchaient la mobilisation politique. Et plus récemment, je voudrais citer le cas qui nous inquiète pas mal de la cellule Déméter localement, donc qui est une cellule qui a été créée en partenariat entre le ministère de l'Intérieur et la FNSEA, donc le syndicat agricole, pour permettre des échanges d'informations entre donc les membres de ce syndicat et les brigades de gendarmerie,
sur les activités qui pourraient relever de ce qu'on appelle l'agribashing, c'est-à-dire des activités qui pourraient amener, alors il y a pêle-mêle, il y a beaucoup de choses qui sont citées, des questions de dégradation dans les propriétés agricoles, de vol de matériel agricole qui ne relèvent absolument pas évidemment des militants, mais aussi le fait de chercher à dénoncer de façon insultante des pratiques agricoles, ce qui évidemment peut être étendu tant c'est vague à des dénonciations de l'agriculture productiviste, des pesticides. Et d'ailleurs, ont déjà commencé alors il y a eu avant le confinement, quelques visites de services de gendarmerie à des représentants locaux de mouvements, par exemple, contre les pesticides, avec assez clairement une volonté d'intimider ces personnes. Donc, on voit que par différents moyens, il y a cette tentation qui s'exprime de chercher à toujours maîtriser l'expression politique, y compris au niveau local. Donc là, j'ai parlé pas mal de ce que des menées possibles de l'État contre la liberté d'association. Au niveau local, je voudrais revenir rapidement sur en fait, ce que peut représenter l'intervention par exemple d'une mairie dans les libertés associatives et dans le rapport des maires aux associations. Alors, je suis tout à fait d'accord, comme je le disais, de toute façon, l'expression du pouvoir, y compris au niveau local, c'est souvent la volonté de contrôler ce qui peut se passer dans un territoire. Et donc, évidemment, le risque, c'est qu'il y ait des atteintes qui soient apportées aux droits et aux libertés, et donc qu'on cherche à empêcher l'expression de groupes ou d'associations qui critiquent la gestion municipale ou voilà, qui seraient mal intentionnés selon le maire ou l'équipe en place. Moi, je pense qu'il y a à l'œuvre aussi, il peut y avoir à l'œuvre une vision idéologique véritablement du lien avec ces associations, la relation à ces associations, contre laquelle il faut s'élever et être particulièrement attentif. C'est ce qu'on a un peu dit, à savoir la vision qu'une association, elle fait bien son travail, elle est à sa place, quand elle s'occupe uniquement de choses qui ne sont surtout pas politiques et qui sont la contribution au bien commun de façon plus directe, donc des collectes charitables ou des choses de cet ordre. Donc là, en fait, bon, déjà, il faut savoir que c'est un retour en arrière au 19e siècle où on considérait que les seules associations à peu près valables, c'est les associations de secours mutuels. Et puis, dans certains cas, c'est encore un retour encore plus en arrière en termes en termes de vision rétrograde de la société. C'est le fait de penser que les associations, en fait, elles ne doivent surtout pas intervenir dans la sphère publique, que c'est quelque chose de privé, c'est-à-dire un club, je sais pas, un club d'échecs, voilà, et que ça, c'est la place des associations. Et ça, c'est souvent une vision des associations qui est défendue par, par exemple, des mouvements qui sont à l'extrême droite de l'échiquier. Et moi, je pense qu'il faut être très attentif par exemple, à la façon dont les maires du Rassemblement national et les possibles futurs maires élus de l'extrême droite après les élections municipales ont un rapport aux associations qui peut en fait conduire à une vision complètement opposée
aux principes républicains sur la vision de l'association, où il y a l'association doit être d'une certaine manière, sans quoi elle doit être empêchée de fonctionner. Évidemment, plus précisément, les mairies Rassemblement national ou Front national précédemment se sont illustrées par des atteintes au fonctionnement des associations, des intimidations directes. Et en fait, même si aujourd'hui, évidemment, à l'échelle d'une mairie, il est rare qu'il puisse y avoir la possibilité de véritablement décider du cours de la vie, de la vie des gens en termes de liberté publique. Il y a quand même un grand risque que ce genre de discours conduise à construire aussi une vision de la société qui soit rétrograde. Et l'on voit dans des endroits, par exemple à Béziers, en ce moment, qui n'est pas Rassemblement national, mais qui est un maire lié à l'extrême droite, il y a des atteintes particulièrement graves au droit, avec notamment des agissements de la police municipale très graves, et qui sont encouragés par le maire qui, donc, entre autres mesures, a décidé le retrait des bancs publics. Donc voilà, faut voir que dans des situations plus ou moins faciles, l'idéologie sous-jacente à cette vision des associations et des libertés peut trouver à s'exprimer de façon plus dangereuse. Voilà. Super, merci beaucoup Lionel. Du coup, je vais redonner, après cet état des lieux sur les libertés associatives et donc pourquoi et comment elles sont en danger, on voulait partir un petit peu sur quelle perspective on a par rapport à ça, avec notamment Benjamin pour présenter comment un guide de riposte, enfin en tout cas sa thèse de guide de riposte qui se préparait avec la coalition Liberté Associative, comment agir, comment réagir par rapport à ces atteintes. Merci Julie. Ce guide, il n'est pas sorti encore, il a été retardé par le confinement. Et effectivement, voilà, une fois qu'on a étudié quelles sont les stratégies de l'adversaire, on a établi deux faits. D'abord, comment renforcer la capacité des associations qui sont ciblées par des atteintes à leur liberté et des attaques à encaisser, ce qu'on appelle la résilience des associations. Et aussi le fait de réaliser que certaines associations qui ont été attaquées ont eu gain de cause, en fin de compte, ont gagné, et se saisir du fait que finalement ces attaques sont aussi des perches tendues involontairement par l'attaquant pour nous venir construire un discours justement autour de la défense et la promotion des libertés associatives. Donc voilà, c'est bien quelque chose sur lequel on appuie, c'est la promotion des libertés associatives. Et normalement, le guide de riposte devait être présenté avec un autre partenaire de la coalition qui est le collectif des associations citoyennes qui prévoyait un tour de France des libertés associatives. Donc voilà, en tout cas pour nous, c'est vraiment un enjeu de réussir à poser cette problématique et voilà, à poser d'abord mutualiser le savoir que nous, on a mis ensemble de toutes les associations qui avaient été attaquer, puis ensuite construire quelque chose de plus revendicatif derrière. Ce qu'on a noté déjà pour la première phase pour la résilience, c'est que chaque association, en fonction des attaques qu'elle a subies, va avoir différents besoins qui vont s'exprimer. Le premier besoin, déjà, ça va être le temps, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on est victime d'une attaque, on peut se retrouver dans un état de choc, on va dire, et de sidération qui va nécessiter de se dire « Ah, mais ça m'arrive à moi, c'est en train d'arriver à mon association, là, je vais me retrouver en procès. » Donc évidemment, ça, il faut réussir à le surmonter, donc il faut aussi être en capacité à se laisser un peu de temps,
ou des fois, on peut tout de suite être emporté par une colère et vouloir réagir tout de suite, ce qui ne sera pas forcément non plus une bonne stratégie si on veut vraiment voilà, poser une riposte un peu plus structurée, pensée et avec des alliés. Donc voilà, la question du temps est vraiment importante. Ça permet aussi de voir est-ce que c'est une attaque éclair, comme on disait, ou une guerre d'usure. Dans ce cas-là, on ne prendra pas les mêmes mesures hein, pour résister. Quand on parlait des attaques juridiques, donc il y a aussi eu ces besoins d'ordre juridique qui sont à voir, alors, autant sur le réputationnel que les attaques juridiques ou de policières. Il y a le besoin d'avoir des conseils et du soutien par des avocats ou des personnes compétentes en droit. Hein. Donc, il faut être, voilà, c'est un besoin qui émerge régulièrement. Donc, on rappelle que les associations, dans ce cas-là, peuvent bénéficier aussi de l'aide juridictionnelle, comme les personnes. C'est assez peu rappelé, ça va être une des revendications qu'on va porter aussi et défendre, c'est que, comme les personnes, il y a cette aide juridictionnelle d'État qui peut permettre de financer une défense et un avocat avec des petits moyens. Et l'État derrière qui se retrouve à financer ces avocats à l'aide juridictionnelle. Donc évidemment, il y a le côté financier qui se pose tout de suite derrière, hein, quand c'est une perte sèche de subventions, sanctions ou autre, ou quand il s'agit d'aller financer aussi sa défense, ses avocats, de trouver un nouveau local. Donc là, on va voir les capacités des associations à lever des fonds tout de suite, à se solidariser, donc c'est une dynamique importante. Il y a évidemment un besoin en matière de communication. Je crois que c'est quelque chose sur lequel Vox Public aide beaucoup ses partenaires en termes de stratégie de riposte en termes de communication publique. Donc c'est alerter les journalistes locaux, nationaux, l'ensemble des journalistes et aussi les médias en ligne indépendants et savoir développer une communication sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est aussi très important. Et toutes les associations ne sont pas forcément sur Twitter ou autre lieu d'influence comme ça. Et surtout, cette capacité aujourd'hui à communiquer, elle a une vocation, c'est d'aller chercher un soutien citoyen derrière, donc pas rester isolé. Ça, c'est un élément important. Donc communiquer, être capable de dire qui nous attaque. Donc aussi, c'est aussi ça la capacité de la riposte, de la communication. Ça va être déjà de réussir à désigner l'agresseur. C'est un élément important en fait. Est-ce que c'est telle personne, c'est telle administration? Si c'est telle administration, finalement, est-ce que c'est une administration qui dépend de quel ministre? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du ministre derrière si telle administration attaque? Ça peut être un jeu politique parce que voilà, faire remonter les responsabilités et faire monter l'enjeu, le coût politique d'une attaque à des associations, on a affaire aussi en face à des élus ou à un gouvernement qui dépend d'élections aussi. Donc voilà, il faut faire toujours monter le coût politique de ces attaques et surtout pas rester isolé. Et on a aussi voilà, besoin de communication interne, être en capacité à communiquer avec les membres de l'association, les salariés, les bénévoles, pour partager aussi ces moments-là. Donc voilà un peu pour les principaux besoins. Et oui, ça peut se traduire des fois en besoins en termes psychologiques, hein, quand c'est des associations. Quand on annonce une perte de subvention à une association et que c'est potentiellement plusieurs licenciements qui vont s'en suivre derrière, évidemment, c'est problématique. Et ça peut participer de la déstabilisation d'une association. Donc voilà, ça va être des besoins auxquels répondre. Donc il faut toujours dépasser cette stupéfaction au début pour mieux réagir, s'organiser en interne. Ça peut être aussi voilà, créer des climats de convivialité, des temps de discussion à l'interne à chaque association pour bien renforcer les liens en interne, à créer des espaces de communication aussi, où chacun peut s'exprimer sur ce qu'il ressent vis-à-vis de l'attaque, tous les membres, l'ensemble des membres. Et puis aussi créer une cellule spéciale en interne à une association dont on va très bien identifier les membres auprès de tous les bénévoles et tout ça, qui vont dire, voilà,
c'est telle personne et telle personne qui vont s'occuper là de gérer les attaques. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir pour leur poser des questions et eux-mêmes vont organiser une communication en interne pour dire, bah voilà, on a besoin que vous fassiez ça, ça et ça. C'est des trucs importants. Je crois qu'un des éléments les plus importants qu'on a mis en lumière avec la coalition là, pour les libertés associatives, c'est vraiment d'aller chercher des alliés et de ne pas rester seul dans ce genre d'attaque. Et nous, la vocation de la coalition aussi, c'est de voir que finalement, quand les libertés associatives sont menacées, ça concerne toutes les associations. Parce que jusqu'à maintenant, on avait souvent des phénomènes de solidarité interassociative, mais limités à des secteurs spécialisés. Et comme je disais, on avait travaillé avec le GNEPI qui avait été victime d'une sanction puis d'une interdiction de rentrer dans les prisons, ce qui remettait totalement, sanction financière et interdiction de rentrer en prison, ce qui remettait totalement en jeu son objet, l'objet même de l'association, qui était maintenu. Et là, donc voilà, il y a eu, ça a d'abord, dans un premier temps, fédéré l'ensemble des acteurs et des associations et syndicats qui intervenaient aussi auprès des personnes détenues, du fait de voir une autre association. Donc c'était après le GNEPI à qui le tour, leur communication, voilà, via des tribunes dans la presse, il y a des lettres d'interpellation à la ministre de la Justice, comme je disais, alors qu'il s'agissait d'une sanction de l'administration pénitentiaire, mais qui était sous la tutelle. Mais ensuite, on a travaillé à élargir finalement le cercle des soutiens dans la communication d'autres tribunes sur le sujet, à toute association, celle qui pouvait être culturelle ou autre, ce qu'on fait au sein de la coalition, en disant, en fait, ce qui est en train de se passer avec le jeune épi, ça nous concerne nous tous, acteurs associatifs, parce que l'enjeu derrière, c'est nos libertés à tous, nos libertés associatives, là, comme on les définissait. Et là, on arrive à créer des fronts communs beaucoup plus larges. Et pour les gens qui sont attaqués, tous les témoignages qu'on a eu de retour, c'est vraiment très fort, très stratégique, hein, que ce soit à l'échelle locale ou nationale. Pour le moral, se dire que derrière nous, on a plein de copains et de copines, quel que soit le secteur, qui viennent renforcer les messages, qui viennent relayer sur les réseaux sociaux, qui viennent à des actions qui vont être organisées, qui vont signer les pétitions ou autres, qui vont vraiment rendre visible le fait que voilà, on a été victime, on a décidé de force totalement différent, et c'est ce rapport de force-là qui est nécessaire de construire avec un peu de temps si nécessaire. Et après, il y a différentes stratégies à mettre en place que peuvent déterminer les membres du réseau. Donc ça, c'est voilà. Donc derrière, comme je disais, les stratégies de communication adaptées, pas rester seul dans son coin interne. Et comme on le disait, évidemment, faire de chaque attaque contre les libertés associatives une opportunité de tribune politique pour défendre ces libertés associatives, pour les promouvoir, les rappeler. Et j'aimais bien voilà, que Lionel rappelle aussi cet élément fort qu'il y a c'est une tradition juridique française, mais c'est aussi ce sont des droits qui ont été acquis, arrachés, et qui effectivement doivent se défendre, mais peuvent aussi évoluer, qui ne sont pas arrêtés. Je crois que c'est aussi là l'enjeu, et derrière ça, voilà, je salue tous les membres du pacte de la transition, qui est, il y a des nouveaux droits à aller chercher, il y a des nouveaux droits démocratiques, et l'enjeu aussi derrière ça, c'est quel est quel espace démocratique pour l'expression de chacun, hein. On ne parle pas que pour les associations, loi 1901, c'est l'ensemble des citoyens aussi, dont la capacité à s'organiser, à parler, à verbaliser leurs revendications, qui est remise en cause aussi derrière ça. Donc voilà, il y a cette opportunité-là aussi de faire des tribunes politiques pour aller chercher plus de démocratie. Donc de faire de chaque attaque, voilà, la riposte, une possibilité de se défendre, de faire passer et de pointer aussi des responsabilités des décideurs pour participer au changement de dirigeants.
il ne faut pas hésiter aussi à aller demander des rencontres, des débats publics, des rencontres directement pour avoir des éléments quand vous êtes des petites associations locales. Insister là-dessus, parce qu'on a remarqué aussi souvent, une des attaques, c'était blacklisté, hein, plus de nouvelles, on répond plus aux emails, on répond plus au téléphone, on n'a plus le droit de venir en réunion, on a tout ça. Donc voilà, toujours insister là-dessus, s'inviter dans les réunions ou autres. Voilà. Donc aussi pour en interne, après il faut savoir réagir, donc réagir après qu'une attaque soit passée et été plus ou moins victorieuse. Donc voilà, en espérant que c'est pas déstabiliser l'association au point de la, de la détruire. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, je voulais trouver moins fort, mais c'est le cas. Hein. C'est la volonté aussi des assaillants, hein, c'est de détruire une association à terme. Donc il faut dédier un temps d'analyse et après pour savoir anticiper les nouvelles attaques. Excusez-moi, j'ai de la visite. Xavier, tu peux passer une tête? Excuse-moi. Xavier, je suis en fait en train de faire une conférence par internet. J'en ai encore pour une demi-heure. Ouais. Ça marche? Merci. Salut. Excusez-moi. Il y a des gens qui respectent rien. La campagne, le confinement. Ah là là. Bon, excusez-moi. Donc, voilà. Tirer les leçons après une attaque aussi pour renforcer ses capacités de résilience, comme on les a évoquées. Adopter, c'est aussi l'occasion parfois d'adopter un autre fonctionnement dans les associations, un fonctionnement plus démocratique et renforcer la démocratie interne des associations. Donc voilà, c'est parce qu'inversement, on a aussi vu parfois c'est le président de l'association ou le conseil d'administration, hein, le bureau qui est pris à partie. Et il ne faut pas laisser évidemment ces personnes-là seules au fond. Il faut les soutenir derrière. Et voilà, c'est aussi une opportunité de se dire que c'est l'opportunité de repartager les tâches, rediscuter en interne, voilà, le partage des tâches. Ça aidera toujours à éviter aussi la fatigue militante. Et voilà, créer des espaces aussi hein, pour exprimer les angoisses, les fatigues au sein de l'association. Ça travaille l'ensemble des membres, hein, les bénévoles et par exemple des associations d'aide de soutien aux migrants. On disait bah voilà, c'était important pour nous de construire des espaces où les bénévoles entre eux peuvent parler dans des moments de convivialité, où on va pouvoir voilà, dire ce qu'on a sur le cœur, ce qui a été difficile. Parce qu'en soi, ils sont tellement face à des choses difficiles, à de la misère, à des situations très dures tous les jours, qu'on a réalisé aussi que ce n'était pas forcément évident pour les bénévoles et les membres de l'association d'exprimer ces sentiments-là. Et il faut pourtant réussir à créer des soupapes pour dire voilà, à quel moment c'est difficile dans son action, pour pouvoir relancer l'action derrière justement, pour pouvoir poursuivre. Et en cas voilà, d'attaque, c'est aussi important de revenir à l'objet même de son association, parce que des fois, l'objet de l'attaque contre l'association, c'est de la détourner de son objet. Et on va passer toute l'énergie de l'association à se défendre dans un procès. Pour un militant, par exemple, qui passait en délit de solidarité, c'est pour faire taire des leaders associatifs, c'est fait pour faire taire des lanceurs d'alerte, c'est fait pour faire taire des délinquants solidaires. Et les fatiguer dans des procès juridiques, ça, voilà, ça, les gens témoignent, hein, ça vous empêche de dormir pendant une semaine avant d'arriver devant le juge, ça faut organiser financièrement et tout ça. Donc voilà, c'est très important finalement de revenir à son objet associatif initial qui rappellera à chacun l'objet de son engagement, l'objet de sa lutte, et de se reconnecter à cette énergie militante pour justement voilà, réagir. Maintenant, donc voilà, comme je disais, il faut toujours s'intégrer dans des réseaux locaux. Donc ça, c'est important, justement, quand vous n'êtes pas sous le feu des attaques ou autres, déjà de faire ce travail, d'être bien intégré dans tous les réseaux locaux, d'élargir les réseaux locaux et voilà, de décloisonner l'activité pour justement avoir un réseau associatif, un tissu associatif local fort.
Donc voilà, et pour conclure, on porte avec les acteurs de la coalition pour la coalition pour les libertés associatives, mais aussi voilà, je voulais les saluer, c'est un projet annexe, c'est l'Observatoire des libertés associatives, qui est aussi d'autres associations, mais qui réunit aussi des chercheurs qui ont documenté quand même plus de 100 cas en France récents d'atteinte aux libertés associatives. Ils ont un rapport qui sort également, et voilà. Ensemble, on a réfléchi à des recommandations qu'on va défendre dans les prochains mois, qu'on a défendu et qu'on a proposé aussi au pacte de la transition. Il y avait une petite fiche pour le pacte de la transition qui avait été rédigée aussi en lien avec le collectif des associations citoyennes que vous retrouvez. Alors, le numéro, je ne sais plus, c'était 60 et quelques ou 59, il me semble, cette fiche. Donc voilà, on a intégré quelques-unes de nos revendications. Donc la première des revendications, c'est donc la défense et la promotion des libertés associatives, et en particulier la reconnaissance du rôle de contre-pouvoir local et national des associations, ainsi que leur droit d'interpellation. Donc la capacité des associations à venir représenter des habitants ou autres pour aller voir des élus et leur dire excusez-moi, on voudrait vous alerter sur un problème. Voilà, tout bêtement. Maintenant qu'on vous a alerté, on aimerait des réponses aussi. C'est aussi ça le droit d'interpellation, c'est ne pas accepter d'être blacklisté, ne pas accepter le silence pour toute réponse. C'est aussi, ça passe par là aussi la reconnaissance du droit. À noter là-dessus qu'il y a quand même voilà, une grosse intériorisation déjà qui est en place par les associations en disant ça vaut même plus la peine d'interpeller parce que de toute façon, on sait qu'on ne nous répondra pas. Je peux vous dire qu'on travaille avec des associations, il faut toujours se battre. Et au bout d'un moment, si vous embêtez vraiment la partie adverse, via des articles, via la presse, via des manifestations, vous obtenez des réponses. Je vous le garantis. Nous, il n'y a pas d'association avec Vox Public qu'on a aidé qui venait nous voir en disant on ne comprend pas, on n'arrive pas à avoir de réponse, qui à la fin n'avait pas de réponse à ces questions. Deuxième revendication, c'est donc un meilleur soutien matériel et financier des associations dans le respect de l'égalité d'accès aux ressources publiques, donc tout ce qui était la question des subventions, donc notamment le fait qu'il y a une transparence sur l'attribution des subventions publiques, locales ou nationales, avec la dénonciation du clientélisme qui existe derrière ça, et l'égalité d'accès aux ressources publiques, donc des critères très précis, très clairs de comment on y accède, puis s'il y a des coupes-sanctions, qu'elles soient forcément justifiées. Aujourd'hui, les coupes-sanctions ne sont pas justifiées en disant « excusez-nous, on ne va pas renouveler votre subvention », on sait très bien que c'est en lien, et derrière, il y a des difficultés de pouvoir faire des recours justement par là-dessus, parce que ce n'est pas justifié. Même la non-attribution n'est pas justifiée d'une subvention. Ensuite, troisième revendication, des décisions transparentes et donc la mise en place de recours en cas de sanctions perçues comme arbitraires. Aujourd'hui, il y a des grosses difficultés de recours devant le juge administratif justement pour contester ces sanctions et du fait qu'elles ne soient pas notifiées. Donc là, comme on l'a vu en tout début pour fermer la boucle, avec le nouveau contrat qu'essaye de mettre en place le ministère de l'Intérieur auprès des associations qui interviennent dans les centres de rétention administrative, c'est carrément écrit noir sur blanc que l'administration se donne un droit de décision sans justification de retirer la capacité d'accès à un salarié d'une association à ses CRA. Donc en fait, là, ils l'écrivent carrément genre, on a le droit. Donc je pense que c'est déjà réactif à nos revendications qui sont, nous, on demande des justifications pour pouvoir faire des recours, et eux remettent une couche en disant, bah, en fait, on s'est autorisé le droit nous-mêmes, c'est écrit noir sur blanc. Donc voilà, possibilité de recours et cas de sanctions contre les sanctions perçues comme arbitraires. Et on travaille aussi avec justement des autorités administratives indépendantes, le défenseur des droits, qui s'est positionné plusieurs fois, comme je disais tout à l'heure, Madame Azan, sur les lieux de privation de liberté. Donc il y a aussi des alliés là-dedans. Il y a le Conseil d'État aussi qui peut, voilà, malgré tout, intervenir pour faire respecter certaines libertés. Donc voilà, il y a le combat du droit juridique. Je pense que Lionel là-dessus pourra enfoncer tout à fait le clou. Et enfin, notre dernière revendication, c'est l'ouverture de nouveaux espaces démocratiques, reconnaissant l'expertise associative, mais également celle des habitants et des citoyens, afin de leur permettre de participer à l'élaboration des décisions qui les concernent. Donc là, voilà, ça recoupe complètement, et je voulais terminer par ça, les propositions du pacte pour la transition, et c'est là-dessus où on est
on est tout à fait proches et sur une ligne commune. Donc voilà, j'attends vos questions avec plaisir. Super, merci beaucoup. Oui, ça reflète vraiment ce qu'on essaie de pousser au Pacte pour la transition et à la fois sur prendre les décisions qui nous concernent et l'aspect essentiel de faire des liens avec des associations sur le territoire pour donner légitimité à ces revendications et puis se protéger ensuite. Lionel, on a un petit peu dépassé du temps. Du coup, je te laisse une grosse minute pour conclure si c'est possible pour toi. Et après, on prend les questions. Donc, je vous laisse, si vous ne l'avez pas encore fait, poser vos questions dans le chat et on essaiera de les synthétiser pour les présenter aux intervenants. Et c'est de finir à peu près à l'heure. Oui, merci. Je vais effectivement être très rapide. Donc, je partage tout à fait ce qu'a dit Benjamin à un moment sur le fait que les libertés associatives étaient vraiment l'affaire de tous les citoyens et toutes les citoyennes. Parce que, à mon sens, ces libertés, elles portent en elles véritablement le potentiel d'action démocratique citoyenne. C'est-à-dire que ce qui est sous-jacent à la liberté d'association, ce qui a été d'ailleurs historiquement son origine, c'est la liberté de réunion. Et donc, si on ne défend pas potentiellement les principes qui fondent la liberté d'association, la dernière limite, c'est les restrictions à la possibilité de se réunir et donc ne serait-ce que se mobiliser collectivement. Par rapport à la liberté de réunion, à mon sens, une des caractéristiques de la liberté d'association, c'est simplement son caractère durable, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit politiquement ou à travers ses activités dans un temps plus long. Et je pense que c'est ça qui peut être vraiment crucial. On l'a vu aussi à travers les temps de crise où les associations ont pu continuer les activités et du coup aussi servir une forme de continuité des services publics parfois, lorsque l'État était défaillant. Et je pense que pour le futur, il y a quand même une grande capacité de renouvellement démocratique qui peut passer par les collectifs, par les associations localement, et dans le dialogue avec les pouvoirs publics, en portant une attention particulière à ce que, effectivement, comme le disait Benjamin, la concertation puisse être réelle, le dialogue puisse être réel et pas uniquement une apparence de concertation, et qu'il y ait un accès à l'information qui est la base de toute mobilisation démocratique. Voilà, les décisions de l'administration doivent donner lieu à une information des citoyennes et citoyens. Et puis, pour terminer très rapidement sur le droit, effectivement, un des moyens, ça peut être le contentieux. Hein, les associations locales, si elles ont la capacité sur leur objet ou plus largement d'intervenir, elles peuvent contester des décisions d'administration, y compris des décisions d'abstention, de carence. Mais plus prosaïquement, plus rapidement, ça peut aussi simplement être dans les échanges avec les administrations, rappeler les principes de droit de base, et quand il y a des atteintes aux libertés d'association, dire quels sont les principes qui sont mis en cause, ça peut éventuellement faire réfléchir les pouvoirs publics, et ça peut remettre la discussion au bon niveau, c'est-à-dire celui des principes et de la liberté. Le son. Ah si, c'est bon, j'ai le son. Ok, merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations super intéressantes. Pour l'instant, on n'a pas énormément de questions. Deux questions, tout d'abord, qui a été posée au début, donc elles ont peut-être été en partie répondues. Une question sur comment se positionnent les autres appartenances politiques plutôt à gauche. Donc j'imagine à la fois les partis au niveau national et les mairies, collectivités territoriales plutôt à gauche. Une autre question qui était quelle est la position de la presse écrite face à ces restrictions. J'imagine pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre.
Sur la presse, éventuellement, bah, oui, enfin, donc, pendant l'état, alors je ne sais plus exactement si c'était à quel propos ça pouvait être cette question, mais pendant l'état d'urgence sanitaire, les journalistes peuvent continuer à faire leur travail. Évidemment, ça peut être plus compliqué. C'est aussi une question de travail d'analyse, je pense, sur tout ce qui est remise en cause des principes. Ce travail peut être fait à travers, il y a certains médias plutôt indépendants qui font un travail à la fois d'établissement des cas d'atteinte grave aux droits et aux libertés, et en même temps de réflexion plus théorique sur les atteintes à ces principes. Par exemple, récemment, il y a une enquête intéressante sur Bure dans Mediapart, voilà, sur Reporter aussi, qui fait un gros travail aussi pour suivre les décisions de l'administration qui peuvent porter préjudice à la possibilité de se mobiliser politiquement du fait du manque de transparence ou vraiment de l'empêchement des militantes et des militants directement. Voilà, et puis après, le fait que certains sujets passent plus facilement dans la presse, ça c'est la question de l'organisation de la presse au-delà des principes de liberté de la presse constitutionnelle. C'est le fait que voilà, il n'y a pas toujours un travail d'investigation en profondeur qui est fait sur certains sujets qui regardent la militance politique. Voilà. Moi, je peux ajouter en plus que quand même, on a sur la presse locale, quand il y a une attaque contre des associations, on passe par la presse locale, hein, ça fait des articles, ça fait peser. Hein, c'est pas, il y a des vrais relais à trouver. Hein, il faut aussi trouver les vrais journalistes au passage. Mais donc voilà, j'ai du mal sur des questions qui disent tous les médias, ci ou ça, c'est bon. Chacun, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a différents types de médias et c'est à la responsabilité de chacun de s'informer aussi. Sur les partis politiques, alors nous, on aide plusieurs associations et les couleurs politiques qui interviennent dans les quartiers populaires, plutôt des associations, comme je l'ai dit, de lutte contre l'islamophobie. Et sur ce sujet-là en particulier, on voit vraiment qu'il y a une problématique française autour de la question de laïcité, ce qu'on appelle les laïcards, qui traversent toute la gauche. Et voilà, sur les attaques en disant ce sont des communautaristes, donc voilà, parmi les insultes, communautaristes, c'est des choses qui ressortaient souvent, comme Khmer vert aussi, on a vu comme insulte qui ressortait justement quand les écologistes essayaient de se positionner. Hein, c'est d'un côté les dictateurs verts, de l'autre, voilà. Et tout ça traverse les camps politiques, bon évidemment. Et à gauche, ça reste problématique. Hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel travailler au niveau des quartiers populaires, hein, la représentativité et la capacité à laisser s'exprimer toutes les populations qui habitent dans ces quartiers-là et à pas stigmatiser des associations parce qu'au sein de telle association, il y aurait des femmes voilées ou pas. Et après, il y a des associations qui portent des revendications spécifiquement pour ces populations-là, du simple fait que c'est voilà, on travaille avec Grenoble qui défend l'association Allons Citoyenne, avait un groupe au sein de l'association de femmes musulmanes et qui demandait le droit d'aller dans des piscines et de porter un maillot de bain couvrant, qui couvre l'intégralité du corps dans les piscines. Il fallait simplement modifier un règlement municipal d'accès aux piscines sur les tenues. Et là, c'était parti dans les tours. Et c'est des attaques contre l'association Alliance Citoyenne d'abord par l'extrême droite locale, mais on voit aussi après la fachosphère, le printemps républicain derrière qui enchaîne et qui arrive à faire monter des pressions qui parfois trouvent même des alliés de circonstances parmi la gauche. Et voilà, ça reste embêtant, ce genre de situation. Ok.
J'avais une question sur les dérives sectaires. Donc, j'imagine que tu as en partie répondu, Lionel, sur le fait qu'il y a un contrôle, enfin, qu'il n'y a pas de contrôle a priori, plutôt un contrôle a posteriori. Oui. Si vous avez quelque chose à rajouter sur. Qu'est-ce qu'il y a entendu par dérive sectaire? Je l'ai interprété. Vas-y. Oui. Non, mais j'imagine que c'est parce que c'est la question de ce que je disais sur le fait qu'il n'y avait pas de possibilité de contrôler a priori l'objet d'une association et que c'était le principe de base, c'était la liberté de constitution des associations. C'est le cas. Je pense que c'est important. Après, effectivement, il y a des associations dont l'objet est illicite ou dont les activités sont illicites. Alors après, c'est pas forcément lié au fait que ce soit une association, mais s'il y a des activités illicites qui passent par une association, que ce soit pour les sectes, l'emprise sur des personnes, les tournements de fonds, enfin tout ce qui peut exister sur les sectes, évidemment que la puissance publique, dans l'intérêt des personnes et dans l'intérêt général, peut intervenir. Ça, c'est pas quelque chose qui remet fondamentalement en cause la liberté d'association. Le fait de considérer que des activités associatives peuvent conduire à des pratiques illégales. Ok. Quelqu'un demande où est Nicolas Hulot. Il a sorti une tribune aujourd'hui avec ses propositions pour le monde d'après. Bah, il n'est pas à ce webinaire sur les libertés associatives, donc. J'espère que ça a répondu sur la question précédente. Je veux bien répondre rapidement sur. Julie, est-ce que tu as des questions? Oui, en fait, il y a quelqu'un qui avait posé une question sur le pacte. Du coup, pour rappeler en fait brièvement, le pacte, c'est pour la transition, c'est une proposition de 32 mesures pour une transition écologique, sociale, démocratique dans les communes. D'abord lors des élections municipales, mais l'objectif c'est de continuer après et d'avoir une démocratie locale renforcée tout le long du mandat. Ces 32 mesures ont été proposées par une trentaine puis soixantaine d'organisations partenaires. Et le principe, c'est que ce monde des collectifs locaux au niveau d'une commune, d'une intercommunalité, d'un territoire plus grand, qui sont soit des collectifs de personnes qui se rejoignent, soit des collectifs d'associations qui se mobilisent sur ces sujets, soit des mix des collectifs de collectifs. Il y a vraiment beaucoup de structures différentes et d'organisations différentes. Et nous, on a créé une carte sur le site où en fait, on s'inscrit avec son code postal et on rejoint une liste de diffusion locale selon son code postal ou pour rentrer en contact avec les autres personnes qui sont intéressées. Donc, ça donne des collectifs de faits avec ces structures très différentes. Et quelqu'un qui demandait, qui parlait de son expérience de collectif, on est en train de travailler pour mettre en avant les collectifs réellement actifs du pacte. Et il ne faut pas hésiter à aller revoir toutes nos ressources qu'on a mises sur le site parce que, notamment sur comment créer son collectif, comment rassembler de nouvelles personnes, faire parler de son projet et commencer à être plusieurs personnes pour porter des revendications auprès des candidats ou élus. Je veux bien finir sur une question à tous les deux, qui a en partie répondu Benjamin, mais plusieurs personnes disaient que vous faites un travail formidable, que tout ça c'est terrible, et donc, mais comment on agit? Et du coup, j'imagine comment est-ce qu'on agit au niveau individuel, en tant que collectif, que personne, sur ces questions des libertés associatives, comment on s'informe mieux, comment quels sont les premiers pas pour agir. Écoute, moi, pour faire rapidement, j'ai envie de dire, le premier pas, c'est de rejoindre des associations locales. Et puis, si vous en voyez une localement qui est peut-être un peu plus en difficulté que d'autres, justement, sur le terrain politique, renseignez-vous dessus. Si l'objet vous intéresse, allez la rejoindre, parce que plus de bénévoles, plus de personnes dans une association, c'est augmenter sa capacité à partager tout le travail, tout ce qu'il y a à faire.
Et je crois que voilà, c'est comme je disais, les libertés associatives, comme la liberté et le droit de manifester, le meilleur moyen de le défendre, c'est de les pratiquer pour les faire vivre. Donc voilà, le meilleur moyen de défendre le droit de manifester, ça restera de descendre dans la rue et de manifester. Ok. Mais il y a des stratégies juridiques derrière ou autres que peuvent porter aussi des grandes associations. Donc voilà. Comme je pense que Lionel ne pourra pas le dire, des dons à la LDH aussi doivent pouvoir contribuer à ce que la LDH porte des actions en justice offensives comme elle fait, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais je pense aussi qu'il y a la possibilité de réagir, alors effectivement en rejoignant une association, mais aussi en étant attentif au niveau local comme national aux atteintes qui peuvent être portées à l'activité d'une association et pas hésiter, je pense, soi-même à apporter son soutien éventuellement à une association qui est en difficulté et à interpeller ses élus avec d'autres personnes éventuellement sur le fait que ces atteintes sont anormales. Je pense que c'est important aussi que, par exemple, dans ces cas-là, que les élus puissent voir que les citoyens ou citoyennes qui ne sont pas directement en lien avec une association sont attentifs au fait que les associations puissent mener leurs activités de façon sereine, localement ou au niveau national. Voilà. Ok. Merci à tous les deux. On essaie de poser des questions sur les liens vers toutes les organisations, initiatives que vous avez nommées. Du coup, si vous, on essaiera de faire une liste à partager sur Facebook et sur la newsletter du Pacte et de faire un petit bilan de ce webinaire. On essaie de continuer à partager aussi ce que font la LDH, le guide qui sortira un jour ou l'autre de riposte sur les libertés associatives et de continuer à être actif en tout cas sur cette question des libertés associatives avec le plus d'associations possible. Je pense que c'est bon. On était Merci Julie, et merci à ceux qui nous ont suivis, hein. Et puis bonne continuation au Pacte, hein. Je pense que là l'agenda est quand même finalement favorable, hein. Avec le retour des municipales et voilà, à l'échelle municipale, la transformation par le bas et le projet municipaliste reste un bel espoir, hein. Donc là c'est difficile en ce moment, mais on peut construire comme ça par le local, c'est vraiment important. Pour nous, le site La Coalition, c'est très simple, c'est www.lacoalition.fr. Voilà, et il y aura des liens vers l'Observatoire des libertés associatives qui est en train de finaliser son site actuellement. Voilà, merci à tous. Merci Lionel aussi. Oui, merci. Merci à tout le monde. On va finir le webinaire. Je ne vais pas vous remercier une dernière fois. Passez tous une bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.